Le barème de l'impôt sur le revenu qui ne pourra pas être indexé dans le projet de loi spéciale. Ainsi en a décidé la présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Bon, loi spéciale d'ailleurs qui a été votée, je crois, hier soir à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que les amendements à cette loi spéciale, proposant donc l'indexation, on l'a compris, du barème de l'impôt sur le revenu, ont été jugés irrecevables par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale? Elle s'appuie sur un avis du Conseil d'État qui estime que ce n'est pas l'objet de la loi spéciale qui autorise simplement à reconduire les impôts existants. Donc l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu n'est pas automatiquement dans la loi, n'est pas automatique. Il faut le voter chaque année en loi de finances. Et donc cette loi spéciale ne permet pas de prendre une mesure discrétionnaire, certes prise extrêmement souvent par les partis politiques et par l'Assemblée, enfin décidé très souvent par l'Assemblée nationale quasiment tous les ans, mais qu'elle n'a jamais jugé nécessaire d'inscrire dans la loi. Et donc, cette loi spéciale ne permet pas de le faire. Ça aurait été jugé inconstitutionnel normalement par le Conseil constitutionnel. C'est en tout cas l'avis du Conseil d'État. Donc, quand des députés LFI ou RN disent que c'est la présidente de l'Assemblée nationale en personne qui décide d'augmenter l'impôt des Français, c'est pas vrai. Non, pas vraiment. Alors, elle se range à l'avis du Conseil d'État. L'analyse du président de la Commission des finances, Éric Coquerel, donc LFI, était différente. Lui aussi peut juger de l'irrecevabilité ou pas. Lui, il avait décidé de déposer cet amendement et son argumentaire, c'était de dire si on indexe le barème de l'impôt sur le revenu, ça stabilisera à peu près le nombre de contribuables par rapport à 2024. Donc, comme la loi spéciale doit permettre de reconduire les impôts existants. En fait, on se rapprocherait plus des impôts existants en termes de nombre de contribuables en indexant le barème plutôt qu'en l'indexant pas. Mais c'est une interprétation assez créative, on va dire, et lui il assumait tout à fait. Il a été très modéré vis-à-vis de la présidente de l'Assemblée nationale. Il a dit « je respecte son avis en droit ». Après, il dit qu'un autre choix aurait pu être fait et qu'on aurait pu, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, voir si le Conseil constitutionnel pouvait instaurer une jurisprudence et dire, finalement, c'est possible. Donc, il y a un débat juridique sur ce point. L'orthodoxie, si j'ose dire, c'est de dire la loi spéciale ne le permet pas, et la créativité, ça aurait été de dire ça le permet. En fait, on voit que chacun est dans un jeu politique, puisque le gouvernement de Michel Barnier a voulu jouer sur l'idée qu'une censure était dangereuse pour les Français, et donc dire il ne faut pas appuyer sur le bouton parce que sinon ça va faire augmenter l'impôt des Français. Et d'un autre côté, le Rassemblement national et LFI voulait absolument le mettre dans la loi spéciale, alors que normalement, si tout va bien, un budget va être voté en début d'année prochaine qui indexera le barème de l'impôt sur le revenu. Donc il n'y avait pas vraiment d'urgence à le faire là, dans cette loi spéciale, au risque de prendre une mesure qui aurait pu être jugée inconstitutionnelle. En tout cas, au moment où on se parle, il n'y a pas de budget et donc pas d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, et donc quasiment 400 000 nouveaux foyers qui deviennent imposables en 2025 en raison de la hausse des salaires, et 18 millions de Français qui verraient leur impôt augmenter. Ça, on l'avait déjà dit, mais c'est bon de le rappeler. L'indexation, donc, elle devra attendre, ça on a compris, donc, un véritable projet de loi de finances pour être mis en œuvre. Tout à fait, David. Il va falloir qu'il y ait un projet de loi finance ou une loi ad hoc que propose Charles de Courson, le rapporteur général de la Commission des finances, et Éric Coquerel, le président de la Commission des finances et LFI, pour prendre des mesures d'urgence avec d'autres mesures nécessaires, par exemple pour la Nouvelle-Calédonie. Il propose de prendre ces mesures afin de rassurer les Français, parce que pour l'instant, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés en termes d'impôt sur le revenu. D'autant qu'il y a un consensus, Marc, d'autant qu'il y a un consensus là-dessus. Tous les bords politiques sont favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour éviter 4 milliards d'euros, je passais le chiffre, de hausse d'impôts et de recettes en plus pour l'État. Oui, tout à fait. Même s'il y a une période, les macronistes, par exemple, avaient évoqué un gel du barème de l'impôt sur le revenu il y a un moment pour faire des rentrées fiscales et pour faire diminuer le déficit. Parce que ce qui est très frappant, c'est qu'à l'Assemblée, en fait, tous les partis font un concours moi je défends le peuple, moi je ne veux pas de vos impôts, moi je ne veux pas de baisse de dépenses, et donc en fait on laisse filer le déficit, et c'est ce qui pose problème. Donc la non-indexation du barème a été à un moment très brièvement envisagée au sein des rangs des macronistes, et puis ça a été rapidement enterré parce qu'évidemment c'est une
c'était une mesure impopulaire. Hein. Ce qui est intéressant de noter, je trouve, sur le plan économique, c'est que on a une indexation du barème sur le revenu sur l'inflation. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Les revenus des gens progressent plus vite que l'inflation, sauf en période de crise inflationniste. Donc, en fait, si vous prenez pas d'autres mesures, cette indexation sur la seule inflation fait augmenter l'impôt sur le revenu et fait rentrer des contribuables dans le barème de l'impôt sur le revenu un peu mécaniquement d'année en année et augmente l'imposition de gens qui voient juste leurs revenus progresser un peu plus vite que l'inflation. On pourrait parfaitement imaginer de dire on voudrait que l'imposition de l'impôt sur le revenu reste totalement stable et à ce moment-là, il faudrait non pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, mais sur la progression du salaire moyen. Ouais. Et donc, on voit bien que les politiques, quand même, assument, sans vraiment le dire, que chaque année, l'impôt sur le revenu pèse un peu plus lourd. Et puis, certaines années, quand ils voient que ça devient trop insupportable ou que trop de contribuables sont rentrés dans le barème de l'impôt sur le revenu parce que leurs revenus ont progressé plus vite que les prix, eh bien, on prend des mesures sur la décote pour retarder l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu. Tout ça est assez technique. Mais en fait, on voit bien que c'est une mesure déjà qui ne va pas forcément de soi, l'indexation sur l'inflation. C'est comme si on disait du jour au lendemain, vos retraites sont indexées on pourrait très bien les indexer sur les salaires, vos retraites. Elles ne sont indexées que sur l'inflation. Après, juste, imaginons que le budget prenne du temps à être voté tardivement en 2025. Les contribuables, je reviens, qui vont payer de l'impôt sur le revenu, ils auront commencé à payer leur impôt. Alors, normalement, vous payez un impôt en 2025 sur les revenus de 2024 et donc il faut déclarer ces revenus de 2024 pour voir le taux de prélèvement à la source s'actualiser. Et normalement, ce taux de prélèvement à la source, il s'actualise à partir de septembre, une fois que la campagne de déclaration des revenus 2024 a été menée à son terme. Et c'est pour ça que, a priori, il y a jusque vers avril pour adopter une mesure d'indexation du barème, le temps que l'administration fiscale puisse calculer le nouvel impôt avec le nouveau barème à partir des déclarations de revenus faites par les contribuables là dans la campagne qui aura lieu au printemps. Donc le Parlement a jusqu'au mois d'avril pour voter un budget. Voilà, a priori, c'est le scénario qui est pour l'instant envisagé, c'est qu'on a encore un peu de temps et ça implique que tous les partis politiques reviennent à la raison et finissent par finissent par s'entendre et faire des compromis pour avoir un budget, en sachant que les partis qui vous disent qu'ils vous protègent contre les hausses d'impôts et contre les baisses de dépenses publiques, c'est quand même un peu hypocrite parce que en fait le niveau de déficit que nous avons actuellement n'est pas soutenable. Donc il y a un moment, il va bien falloir décider sur qui on fait porter les efforts et c'est ça les éléments du choix démocratique, c'est comment répartir les efforts dans la population, mais faire croire qu'on pourrait épargner tout le monde et qu'il suffirait de couper dans l'administration administrante, comme disent certains politiques, pour ramener le déficit à un niveau qui permettrait d'arrêter l'augmentation de la dette, c'est totalement illusoire dans un pays où les dépenses publiques, c'est 25%, les 25% des dépenses publiques, ce sont les dépenses de retraite. Donc les dépenses de l'État, elles ont été, on peut évidemment encore faire des efforts d'organisation, mais ça s'improvise pas du jour au lendemain, mais c'est pas comme ça qu'on réduira les dépenses publiques suffisamment. On sait que pour stabiliser la dette, il faut ramener le déficit public à 2,5 primaire, le déficit hors intérêt de la dette, aux environs de 3%. Actuellement, on est à aux environs de 0%. Actuellement, on est aux environs on est à 4%. Donc en fait, il faut le réduire de 4 hors intérêt de la dette. Hors intérêt de la dette. Donc il faut le réduire de 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça représente 120 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve en quelques années, pour éviter que la dette continue de progresser trop fortement, 120 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est un montant assez énorme. Quand on sait qu'on a 1600 milliards de dépenses publiques, c'est un montant très très important et donc il va bien falloir trouver des mesures et tous ceux qui vous disent que c'est juste les dépenses de fonctionnement qu'on pourra tailler un petit peu dans les dépenses de fonctionnement, non, ça ne suffit pas, c'est pas ça qui
qui fera la maille. Et en plus, pour tailler dans les dépenses de fonctionnement, il faut d'abord faire des réformes de structure. Il faut d'abord se mettre d'accord quel niveau de strate de collectivité locale on veut supprimer pour un petit peu réduire le millefeuille. Tant que les politiques vous ont pas dit quelle strate ils assument de supprimer, quand ils vous disent qu'ils vont baisser les dépenses de fonctionnement sur le millefeuille administratif, ce n'est pas crédible. Un budget, juste, Marc, un budget, ça prend, on le sait, plusieurs mois à préparer et à examiner à l'Assemblée, au Parlement. Il peut faire quoi, François Bayrou, s'il veut aller vite ou pas d'ailleurs? Il peut partir de la copie laissée par Michel Barnier ou on repart de zéro, on reprend là où juste avant le 49.3 Alors, il y a deux possibilités juridiquement. Paradoxalement, le budget de Michel Barnier n'est pas tombé avec le gouvernement. Il a juste été la dernière version qui a été sur le bureau des assemblées n'a pas été adoptée. Et donc, le nouveau gouvernement peut choisir de repartir de la copie de Michel Barnier et de s'éviter toutes les lectures qui ont déjà eu lieu et d'espérer qu'en une seule lecture, enfin, avec ce qui reste du processus parlementaire, on puisse s'entendre sur des amendements suffisamment importants pour modifier la copie et que ça satisfasse tout le monde, ou alors il peut repartir de zéro et dire attendez, c'est irréaliste de penser qu'en quelques semaines, avec ce qui reste d'examen au Parlement, on puisse s'entendre. Surtout que vous savez qu'il y a un accord éventuellement de non-censure qui pourrait être négocié en échange du fait que le gouvernement n'utilise pas le 49.3 pour faire passer son budget en force. Si c'est ce scénario-là qui s'impose, il faudra négocier et donc c'est effectivement un choix que doit faire le gouvernement Bayrou, soit repartir de la copie antérieure pour l'amender, soit repartir d'une nouvelle copie vierge avec plus de lecture au Parlement et donc peut-être un peu plus de chances de s'entendre au final et d'arriver à un compromis. Mais ce choix n'a pas été explicité arbitré pour l'instant. Avant de se quitter, Marc, avant de se quitter à la question est-ce que l'impôt sur le revenu va finalement augmenter ou pas pour les Français l'année prochaine, on répond quoi alors au moment où on se parle? Alors, on répond a priori non, à moins de rentrer dans un scénario catastrophe où les partis jouent la politique du pire, ne font aucune concession sur leur ligne rouge et donc où l'adoption d'un budget devient impossible. Et donc, dans ces cas-là, la conséquence mécanique de ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, l'impôt sur le revenu augmentera. Après, faut pas faire non plus trop peur aux gens, hein. Ça augmentera un petit peu et puis effectivement, là où c'est peut-être le plus dur, c'est pour les gens qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu, qui rentreront dans le barème de l'impôt sur le revenu parce que leurs revenus vont progresser, mais ils ne paieront pas des sommes incroyables. Ils ne vont pas passer de 0% d'impôt sur le revenu à une imposition de 30%. Hein. Bien sûr, c'est des tranches progressives et donc ça sera une petite partie de leurs revenus qui dépasse le seuil de la première tranche qui sera imposée. Et donc voilà, il ne faut pas non plus... D'abord, c'est très improbable et en plus, ça ne sera pas une énorme hausse d'impôts. Après, c'est sûr que pour des gens qui ont des revenus modestes, ça risque d'être compliqué de payer plus d'impôts. Et puis, on sait que les gens sont très sensibles aux augmentations d'impôts, surtout dans un contexte où ils ont perdu du pouvoir d'achat pendant la crise inflationniste. Donc, ce n'est pas non plus souhaitable. Et donc, il va bien falloir que les partis politiques s'entendent pour mettre de l'eau dans leur vin. Et surtout, moi j'ajoute qu'il faudrait qu'ils s'entendent pour diminuer le déficit parce que on est à un niveau de déficit en dehors d'une crise aiguë qui commence à être extrêmement problématique pour la dynamique de la dette française et qu'il va falloir à un moment stopper son augmentation. On voit ce qui s'est passé avec l'agence Moody's qui a dégradé la note de la France même si elle s'est alignée sur les autres agences et que désormais toutes les agences notent de la même façon la note de la France. Si ça continue comme ça, on va vers un lent déclassement de la réputation économique de la France et donc ça nous coûtera sans doute un peu plus cher de s'endetter par rapport aux autres pays européens. Alors quand les taux baissent parce que la politique monétaire est favorable et que tout le monde... Ça se voit pas trop. Il y a d'autres facteurs qui font baisser les taux, ça ne se voit pas trop, mais on voit bien que la charge de la dette a considérablement déjà remonté par rapport à la période où on avait des taux zéro, voire négatifs. Et donc maintenant, la charge de la dette commence à peser très fortement et c'est ça qui nous guette, c'est le problème qui nous guette, c'est un peu une asphyxie à l'italienne où la charge des remboursements de la dette nous empêcherait d'investir dans l'avenir. Et c'est beaucoup plus ce scénario-là qui nous guette que le scénario à la grecque où on serait au bord de la faillite, ce qui n'est absolument pas le cas. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Marc Vigneault, journaliste à l'opinion, c'est toujours très clair. Merci Marc. Bonne journée. Merci David. Bonne journée. Au revoir.